Je m'appelle Jean-Noël Missa, je suis médecin et philosophe de formation et je m'intéresse à la question du dopage des sportifs. L'AMA a été créée l'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999, donc ça fait plus de 20 ans. Donc on peut considérer qu'il s'agit d'une expérimentation sociétale à grande échelle qui évolue maintenant depuis plus de 20 ans. Donc on peut évaluer les effets de cette politique prohibitionniste, donc interdiction de l'artifice dans le sport. Si on parvenait à implémenter, si l'AMA et les autorités sportives parvenaient à faire respecter les règles, évidemment ça fonctionnerait. Mais le problème, c'est que c'est presque impossible, c'est structurellement impossible, dans la mesure où on a constaté empiriquement que lorsqu'on interdisait effectivement un médicament parce qu'on a un test de détection d'un médicament. Prenons par exemple l'érythropoïétine, qui a été l'EPO, qui a été utilisé massivement dans le sport, tous les sports d'endurance, athlétisme ou cyclisme dans les années 86. C'est une hormone synthétique qui pouvait être utilisée pour soigner des patients souffrant d'anémie. Mais le docteur Conconi, qui était hématologue à l'université de Ferrara, et aussi membre du comité d'éthique du CIO en Italie, il s'est dit que peut-être on allait pouvoir augmenter les performances des athlètes italiens. Et effectivement, il a proposé cette hormone synthétique, notamment à des cyclistes italiens, et puis tous les autres cyclistes des autres équipes ont suivi. Et donc, sur le Tour de France dans les années 90, pratiquement tous les cyclistes prennent de l'EPO. Et alors, les autorités sportives s'en rendent compte et impose une barrière artificielle de l'hématocrite à 50%. L'hématocrite, c'est la concentration de globules rouges dans le sang. Et donc, pratiquement, la plupart des cyclistes prennent de l'EPO pour augmenter la concentration de globules rouges jusqu'à 50% d'hématocrite. Alors, et donc vous rappelez Lance Armstrong, ce cycliste américain qui, comme pour célébrer la création de l'Agence mondiale antidopage, gagne son premier Tour de France en 99, donc c'était le Tour du renouveau, le Tour de la pureté, etc. Toujours les mêmes slogans qui ne fonctionnent pas. Et donc, il gagne, et on a su par la suite, parce qu'il y a eu une enquête réalisée notamment par la justice américaine, on sait qu'à cette époque-là, Armstrong, comme les autres, prenait de l'EPO. Mais en 2000, et donc j'en reviens à l'inefficacité de la politique de l'AMA, en 2000, un laboratoire français produit un test permettant de détecter l'érythropoïétine dans le sang des athlètes, ce qui était impossible avant. Et donc le docteur Ferrari, un disciple du docteur Conconi, qui était le médecin personnel de Lance Armstrong, lui dit « Lance, on a un problème cette année, je ne vais plus pouvoir te donner de l'EPO, mais ne t'inquiète pas, j'ai d'autres solutions. » Et donc, j'ai d'autres solutions, c'est le problème structurel, parce qu'il y a toujours une autre solution pour améliorer les performances sportives de façon artificielle. C'est toujours le glaive et le bouclier, quoi. Il y a toujours un qui a une avance sur l'autre et qui est rattrapé par les contrôles. Sauf que c'est toujours le glaive qui finit par gagner, enfin en tout cas sur le dopage, c'est ça. Et en l'occurrence, la solution provisoire du docteur Ferrari, c'était les transfusions sanguines, autotransfusion sanguine. On prélève le sang du cycliste un mois avant la compétition, ou même, oui, enfin quelques jours avant, et on retransfère, on fait une transfusion, par exemple, avant une étape de montagne. Landis, un des coéquipiers de Lance Armstrong, raconte que dans le bus de l'US Postal, donc l'équipe de Lance Armstrong, eh bien, les médecins, il y avait des vitres teintées, donc on ne voyait pas de l'extérieur. Et sur le parking, mais devant les journalistes et le public, eh bien, le médecin de l'équipe pratiquait des transfusions à Lance Armstrong et à ses lieutenants. Donc voilà, et on pourrait multiplier les exemples. Dans le baseball, c'était les stéroïdes qui étaient non plus... oui, les stéroïdes étaient interdits, pourtant facilement détectables. Eh bien, lorsqu'un politicien américain a décidé de faire vraiment des contrôles, eh bien, les joueurs de baseball,
Et leurs coachs, eh bien, au lieu d'utiliser des stéroïdes, ils ont utilisé l'hormone de croissance qui à l'époque était indétectable. Et il y a toujours un nouveau un médicament expérimental ou une technologie qui est indétectable. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est puisque de toute façon c'est inefficace parce qu'il y a toujours une longueur d'avance pour les dopés, légalisons pour tout le monde? Non, là vous sautez une étape parce que ça, c'est une étape ultérieure. Moi, j'essaye de montrer, donc c'est une sorte de théologie négative. Moi, je ne suis pas favorable à la libéralisation des produits dopants parce que je pense que ça va créer les mêmes problèmes. Je dis simplement qu'il faudrait plus de souplesse à l'égard des athlètes parce qu'on les rend prisonniers d'un système qui ne fonctionne pas. Et la première étape de cette démonstration, c'est montrer qu'effectivement, les athlètes ne concourent pas sur un pied d'égalité. Et c'est ce que disent des gens comme Victor Conte, qui dirigeait à l'époque une équipe d'athlètes américains, notamment des athlètes comme Marion Jones, la grande sprinteuse américaine qui a gagné plusieurs médailles d'or, et son mari Tim Montgomery, recordman du 100 mètres à l'époque, et un athlète britannique, Dwayne Chambers, qui lui était un peu moins doué, il était en finale mais sans médaille aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Il se dit, pourquoi est-ce que je me fais toujours battre par les Américains? Moi je suis très doué et pourtant je me fais battre. Et alors, donc il se dit peut-être que les Américains ont une meilleure méthode d'entraînement. Il va rejoindre l'équipe de Victor Conte. Et Victor Conte lui dit, mais Dwayne, tu sais, tu es un athlète très talentueux. C'est le système qui te trompe. Le système ne permet pas aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité parce que, justement, il permet à des athlètes de prendre des produits dopants sans être détectés. Les autorités sportives et l'AMA n'ont pas les moyens d'identifier tous les athlètes, ce qui fait que dans une compétition, on a toutes les chances d'être battu. Et Lance Armstrong, qui, après avoir gagné 7 fois d'affilée le Tour de France de 1999 à 2005, fait l'erreur de revenir 2 ou 3 ans plus tard et évidemment, en suscitant beaucoup de jalousie, notamment celle de son ancien coéquipier Floyd Landis, parce que Floyd Landis, en 2006, donc un an après d'Armstrong, gagne le Tour de France, mais 2 jours après est déclassé suite à un contrôle positif. Donc il était un peu moins rusé sans doute que son capitaine. Et puis il ne trouve plus de... Enfin, c'est une tragédie personnelle pour lui, c'est un des effets pervers du système, on y reviendra. Et donc dénonce... Armstrong auprès de la justice sportive et aussi de la justice américaine, une enquête du FBI qui est clôturée. Et puis le président de l'USADA, donc l'agence antidopage américaine, Travis Steiger, va aller jusqu'au bout. Et on avait, lors de l'enquête du FBI, interrogé les anciens coéquipiers de Lance Armstrong qui ont été obligés de le dénoncer. Donc ils ont été obligés de dénoncer leur ancien capitaine et leur ami. Et donc avec tous ces témoignages, on a pu convaincre et déclasser Lance Armstrong qui, en 2012-2013, fait une interview confession devant Oprah Winfrey à la TV américaine. Alors on lui demande, est-ce que tu prenais de l'EPO? Oui. Est-ce que tu prenais de l'hormone de croissance? Oui, etc., etc. Et puis, un peu plus tard dans la conversation, il demande, mais en faisant cela, en prenant tous ces produits dopants, est-ce que tu avais l'impression de tricher? Réfléchis, prends 2-3 secondes et réponds, non. Non, je n'avais pas l'impression de tricher parce que j'ai été regarder la définition de tricherie au dictionnaire et tricher, ça veut dire avoir un avantage indu par rapport à son concurrent. Et ce n'était pas le cas, les autres ils prenaient la même chose que moi. Donc l'idée c'est que pour concourir sur un pied d'égalité, comme le système n'est pas suffisamment efficace, il faut prendre des produits dopants. Où voulez-vous en venir en prenant ce constat de l'inefficacité, etc. Est-ce que vous voulez dire que c'est un interdit moral, hypocrite, mais que finalement il faut donc le maintenir? Ou y a-t-il d'autres solutions? Moi, je n'ai pas de solution clé sur porte à proposer. Mon rôle en tant que philosophe, c'est d'analyser ce qui se passe. Et donc, je constate qu'il y a une grande hypocrisie et que c'est un système qui, aujourd'hui, nuit à tout le monde, non seulement les athlètes qui se dopent, alors on peut considérer que c'est naturel puisqu'ils sont des tricheurs, donc ils méritent d'être pénalisés, mais aussi les athlètes qui ne se dopent pas, parce que dans la plupart des cas, les athlètes qui ne se dopent pas, les purs, eh bien, puisqu'on dit, ou les propres, parce qu'on utilise ces termes quand c'est sale de se doper, mais le PO, c'est une molécule, c'est pas sale, donc on ne voit pas pourquoi l'athlète qui prendrait ce produit serait sale. Enfin, Sartre n'était pas sale quand il prenait des Maxitron ou des amphétamines. Donc l'idée, c'est que
non seulement la politique en cours ne maximise pas les valeurs qu'on souhaiterait maximiser, équité et santé, mais en même temps crée des effets pervers, hein, atteinte à la vie privée avec ce contrôle. Les cyclistes doivent être, ou les athlètes doivent être localisables en permanence tous les jours pour recevoir les agents de l'AMA qui viennent prendre des échantillons d'urine et de sang. Dans quel autre domaine professionnel accepterait-on de donner sa localisation au jour le jour, dans aucun autre domaine? Et donc, je simplement terminer mon raisonnement en disant que les athlètes qui ne prennent pas des produits d'anglais purs sont aussi pénalisés. Parce que 9 fois sur 10, ils vont se faire battre par des athlètes qui ont pris des produits dopants. C'est très difficile de battre un athlète qui prend de l'EPO sur une course d'endurance. Ou alors quand, exceptionnellement, et c'est fantastique parce que c'est la victoire de David contre Goliath, quand l'athlète parvient pur, qui ne prend pas de produit, parvient à battre tous ses adversaires qui ont pris des produits, là c'est fantastique, sauf que personne n'y croit. Et donc c'est ça un des effets pervers massifs de cette politique, c'est qu'il y a une suspicion généralisée. Dès que vous avez une performance exceptionnelle, personne n'y croit. Développer cette pensée alternative qui est la Oui. vôtre, qui se veut finalement plus honnête vis-à-vis de la réalité, ça Oui. vous mène quelque part vers une solution. Alors, certains ont proposé effectivement de légaliser le dopage dans le sport, mais sous contrôle médical. Des philosophes ont écrit à 3 un article dans Lancet, donc une des grandes revues médicales, pour expliquer qu'effectivement, il faudrait réfléchir à la possibilité de légaliser sous contrôle médical, en disant que voilà, la science doit être considérée comme un des enjeux du sport de compétition, un des acteurs du sport de compétition. On pourrait imaginer un autre système de régulation où on serait moins intolérant, donc on n'accepte pas n'importe quoi, mais un dopage qui n'est pas dangereux pour la santé. Et donc, alors, à ce moment-là, où est le problème si tout le monde peut et que ce n'est pas dangereux pour la santé? Et donc, aux médecins de décider et de contrôler. Et si on estime effectivement, et c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est la bonne solution, on pourrait envisager ce type de solution. Donc un dopage sous contrôle médical où effectivement la sanction, si on est contrôlé positif, bien c'est pas, on va pas vous pénaliser, on va simplement vous interdire de participer à la compétition en disant de revoir les doses, c'est parce que c'est dangereux pour votre santé. L'autre argument pour l'interdiction la plus Oui. scrupuleuse possible, même si elle n'est jamais parfaite du dopage, c'est la santé des athlètes. C'est la santé à long terme. Il y a ce fameux Oui. livre de Laurent Fignon, Nous étions jeunes et insouciants, et il raconte que finalement, il est mort très vite, peu avant de mourir, et il se rend compte des bêtises qu'il a faites avec ces produits-là. Oui, enfin, j'ai lu l'ouvrage de Laurent Fignon qui explique qu'il y avait une expression pour décrire la prise de produits dopants, c'était faire le métier. Ça veut dire que ça faisait partie inhérente du métier de cycliste, de cycliste professionnel en tout cas. Mais alors la question de la santé, c'est une question complexe parce qu'il y a une grande hypocrisie de la part des autorités sportives parce qu'on dit voilà, hein, le dopage c'est dangereux pour la santé. Alors effectivement, je suis médecin, je ne peux pas dire que le dopage n'est pas dangereux pour la santé, mais tout dépend en fait de la façon dont on prend ces produits parce que personne n'a jamais démontré, il n'y a pas eu d'études, mais a priori, il n'y a aucune raison de penser que prendre de l'EPO pour monter son hématocrite et en maintenant le taux d'hématocrite en dessous de 50%, c'est dangereux pour la santé. Personne n'a jamais démontré ça, donc on n'en sait rien, mais probablement ça ne l'est pas, et ça pourrait même être bon pour la santé. Donc faites une expérience de pensée. Imaginons maintenant, expérience de pensée, un produit dopant qui serait pas bon pour la santé, mais en tout cas qui minimiserait les risques. Et je prends un exemple plus précis, c'était une proposition, donc je ne sais pas tout à fait une expérience de pensée, parce qu'effectivement un athlète très connu qui a proposé cela, c'est Body Miller, qui est un skieur italien, qui a gagné plusieurs médailles aux Olympiques dans les années 2000. Et Body Miller dit à un certain moment à la presse, mais je ne comprends pas pourquoi on nous interdit de prendre des dopants cognitifs pour être plus concentré. Moi, quand je fais la descente de Val d'Isère, je suis à 150 km/h et parfois plus sur mes skis, donc je n'ai pas droit à l'erreur. Donc peut-être que si j'étais plus concentré, effectivement on sait que ces produits améliorent l'attention, on pourrait peut-être
diminuer les risques. Là non plus, ce n'est pas démontré. Il y a cette équation, prendre des produits dopants, c'est dangereux pour la santé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et on sous-estime deux choses. D'une part, c'est les risques inhérents au sport de compétition, en tout cas dans certaines disciplines, même des disciplines qui ont l'air assez douces comme le cyclisme. Effectivement, le cyclisme est un sport très doux tant qu'il n'y a pas de chute, mais regardez sur Wikipédia le nombre de cyclistes qui sont morts en compétition ou à l'entraînement de chute, c'est impressionnant. Et on a interdit très tard le port du casque, et en plus, on voit sur le Tour de France et même dans les autres compétitions cyclistes, le Giro, donc le Tour d'Italie ou la Vuelta, le Tour d'Espagne, les organisateurs, ils veulent attirer les spectateurs, et donc il faut proposer un programme qui est spectaculaire. Et spectaculaire, ça veut dire prendre des petites routes de col et faire des descentes sur des pentes très raides, ce qui est évidemment très dangereux, sans doute bien plus dangereux que prendre de l'EPO ou un autre produit. Donc c'est les risques inhérents et notamment dans des disciplines évidentes comme la boxe ou le football américain. On sait que ça provoque des encéphalopathies traumatiques chroniques, et pourtant on n'a pas interdit le football américain ni la pratique de la boxe, malgré un débat dans le Lancet il y a quelques années. La question, c'est pourquoi, alors qu'on accepte plus ou moins cette médecine d'amélioration dans d'autres domaines, par exemple sur le dopage cognitif, si je vous dis que Jean-Paul Sartre a écrit certains de ses ouvrages en prenant des amphétamines, des doses massives d'amphétamines, c'est pas très choquant. Si on parle de Mick Jagger qui entre en scène avec généralement certains produits dans le sang, on serait même presque déçu s'il ne le faisait pas, donc ça fait partie. Donc, c'est quelque chose qui est relativement accepté, que les étudiants prennent des dopants cognitifs avant les examens, ou que les chercheurs, 20% des chercheurs interrogés par la revue Nature, admettent qu'effectivement ils utilisent ce type de produits, amphétamines, Ritaline, modafinil, qui permet de prolonger la veille pour être plus efficace au travail. Donc ça, c'est accepté. Alors pourquoi ce tabou dans le domaine du sport? C'est un peu ça voilà. Mais finalement, le débat derrière tout ça, c'est un choix moral, un choix de société, c'est-à-dire qu'on autorise l'alcool, on n'autorise pas en France en tout cas certaines drogues, et que le dopage devrait se calquer sur ce genre de réflexion. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, la lutte antidopage repose, comme je dis, sur une philosophie naturaliste, c'est-à-dire sur une certaine idée morale qui considère que le sportif n'a pas le droit d'avoir recours à l'artifice, en tout cas pas un artifice lié à la biomédecine. Il y a d'autres philosophies qui sont possibles, mais moi, je suis plutôt un philosophe libéral, et donc j'aurais tendance à laisser plus de liberté aux athlètes quant à la prise ou non de produits dopants, d'autant plus que comme la lutte est inefficace, on sait qu'aujourd'hui, dans la plupart des compétitions, certains athlètes prennent des produits. Oui, mais alors, expliquez-moi la logique qui consiste à dire, soyons libéraux, si les gens ont envie de le faire, qu'ils se dopent, je caricature un peu. En revanche, si on est dans la philosophie naturaliste, c'est-à-dire on compte sur la simple force de la nature, à ce moment-là, ça devient aristocratique et inégalitaire. C'est une sorte d'inversion. En fait, la philosophie naturaliste, c'est une éthique aristocratique où vous hiérarchisez les athlètes ou les personnes en fonction de leur talent naturel. Bien sûr, talent naturel amélioré par l'entraînement, mais essentiellement le talent naturel. Et donc, c'est une éthique aristocratique. Qu'est-ce qu'on met comme valeur? Eh bien, évidemment, les inégalités naturelles. C'est le plus doué naturellement. Donc on met en avant, est-ce qu'on a vraiment envie que le sport de compétition mette en avant les inégalités naturelles? Ce serait le résultat si la politique de l'AMA et des autorités sportives était efficace. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Et donc c'est une philosophie naturaliste qui a tendance à se transformer en religion naturaliste. Et donc si pour répondre à la question, pourquoi est-ce que on considère que le dopage, ce n'est pas bien, la réponse pourrait être parce que c'est un péché contre la religion naturaliste du sport. Des gens comme Travis Steigart qui sont heureux quand les athlètes se confessent et qu'ils avouent avoir pris des produits dopants. Mais il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. On est dans une situation de très grande intolérance, sans même, de la part des autorités sportives, être informé que la politique, parce qu'ils considèrent que cette politique est la seule politique éthique possible, alors que cette politique dépend d'une philosophie. Vous pourriez très bien avoir, c'est un philosophe c'est Kant contre les utilitaristes, par exemple.
C'est une philosophie, une éthique déontologique contre une éthique conséquentialiste. Moi, je défends une éthique conséquentialiste. Décodez-nous. Une éthique déontologique, c'est une éthique basée sur des principes. Donc, tu ne te doperas pas. Hein, ce n'est pas bien de se doper, tu ne te doperas pas. Ça, c'est l'AMA. Et une éthique conséquentialiste, c'est pas basé sur le principe, c'est basé sur les conséquences. On te dit de ne pas te doper, mais je ne parviens pas à faire respecter les règles. Donc, il y a plein d'effets désagréables que je viens de vous expliquer. Et donc, peut-être une éthique conséquentialiste, si ça fait plus de mal que de tort aux athlètes, peut-être qu'il faudrait revoir la politique et qu'on pourrait imaginer autre chose. Le dopage crée de l'inégalité pour ceux qui se dopent. Et vous vous dites, non, l'inégalité, elle est dans la nature, donc c'est pas plus acceptable. Ben oui, oui, c'est par définition. Le respect du donné naturel, ça veut dire que vous basez essentiellement sur votre talent naturel, donc qui est là, qui vous a été donné à la naissance. Donc c'est une mise en avant des inégalités naturelles. Le sport de compétition met en avant les inégalités naturelles, c'est évident. Sauf qu'on veut passer ça pour du mérite. Alors effectivement, il y a le mérite, il y a l'entraînement, mais globalement, ce qui va faire la différence, moi je peux m'entraîner toute ma vie. On parle quand même de dépassement de soi, oui, de force mentale, de courage, etc. Aussi, et pas simplement de produits. Non, d'accord, mais le produit ne... Le produit ne change pas. On considère toujours que le produit, c'est un raccourci, c'est triché. Donc ça peut être vrai dans certains cas, sauf que si tout le monde, tous les athlètes, tous les concurrents peuvent utiliser le produit, à ce moment-là, tout le monde est sur un pied d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, comme on ne peut pas implémenter les règles, certains en prennent, d'autres pas, donc inégalité. Et là, mais si on prend la philosophie naturaliste, c'est vraiment une philosophie du respect du donné naturel qui sert à hiérarchiser vraiment les athlètes en fonction de leur talent naturel. Donc c'est une mise en avant, le beau phénomène, celui qui court le plus vite, celui qui est le plus fort, quoi, le phénomène de la nature. Bon, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime le sport, donc ça ne me dérange pas, en fait, d'une philosophie naturaliste, mais ça crée beaucoup de dégâts au niveau des sportifs, beaucoup de souffrance, parce que imaginez tous ces athlètes. Ben, quel est le sens? Quel est le sens? Voilà. Nous sommes en 1999 ou en 2000, et on sait à ce moment-là que, a posteriori, donc aujourd'hui on sait, puisqu'il y a des enquêtes, que plus de 90% des cyclistes participants au Tour de France prennent des produits dopants. Vous, ce n'est pas votre philosophie. Et donc, vous allez participer à une course et vous savez que 90% des hommes, vous n'avez aucune chance. Non seulement vous n'avez aucune chance, mais en plus, vous êtes le mouton noir. Et ce qui s'est passé avec Armstrong. Et donc, effectivement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça pose la question du contrôle et de l'efficacité contrôle, mais pas la question du principe de l'interdiction. Non, la question du principe est acceptable à partir du moment où on pense que c'est la bonne philosophie. Mais moi, je vous dis, pour certains, c'est une bonne philosophie, pour d'autres, ça ne l'est pas. Et ça c'est des positions. Il n'y a pas une seule éthique. Et donc là, on est les autorités sportives. Voilà, il y a cette éthique-là. C'est du fondamentalisme, en fait. C'est du fondamentalisme et du puritanisme. Mais alors, vous avez conscience quand même que tenir ce discours aujourd'hui, c'est assez iconoclaste. Mais je pense que c'est utile parce qu'effectivement, aussi bien les non-dopés que les dopés, ils souffrent pour des raisons différentes. Les dopés, ils souffrent parce qu'ils sont dans une situation, déjà c'est très difficile d'être un athlète de haut niveau, sacrifice, enfin, la souffrance, l'entraînement, les médias, la pression, et en plus il faut prendre des produits. Enfin, si on considère que, si on en croit Victor Conté ou Lance Armstrong, puisqu'effectivement, ou même s'il n'y a que 20% des athlètes qui prennent des produits, ou 10%, vous êtes concourir contre des athlètes qui ont un avantage indu. Donc, vous prenez le produit. Mais vous prenez le produit, mais vous ne pouvez pas dire que vous prenez le produit puisque c'est interdit. Et donc, vous avez un double système de règles. Donc, vous vivez dans un sens de monde, mais en permanence, dans un monde schizoïde, où on vous dit qu'est-ce que vous pensez du dopage. Voilà. Et pour les athlètes, encore une fois, qui sont purs, qui ne prennent pas de... Eh bien, c'est l'inverse. Personne ne va les croire. J'ai eu un jour, j'enseigne en première année médecine à l'Université libre de Bruxelles. J'ai eu un jour un étudiant en première année qui me dit, voilà, moi j'étais cycliste amateur et on m'a proposé de devenir professionnel. Et j'ai refusé de devenir professionnel parce que je savais que être professionnel, passer au professionnel, ça veut dire commencer à prendre des produits dopants. Et je suis content parce que maintenant je suis étudiant en médecine et je suis très heureux d'avoir choisi ces études. Je n'ai qu'un seul regret. Je ne connaîtrai jamais ma vraie valeur. Parce que pour lui, connaître sa vraie valeur, ça veut dire devenir professionnel et donc entrer en compétition avec d'autres athlètes professionnels qui prennent des produits dopants.
Voilà, parce que ça, c'est une situation empirique, c'est comme ça, donc on peut nier que ça existe, on peut dire on va purifier le sport, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, ça fait 25 ans que ça ne fonctionne pas. Alors on dit il y a des progrès, mais c'est pas, à partir du moment, même si vous avez que 10 cyclistes sur le Tour de France qui prennent des produits, ou même 5, ça ne fonctionne pas, donc c'est un système qui pose des problèmes. Comment il est admissible médiatiquement de tenir ces propos? C'est pas très bien vu de parler comme vous parlez. Peut-être, mais moi, c'est mon privilège en tant que modeste professeur de philosophie ou chercheur en philosophie de la médecine, et que donc je n'ai pas l'écho médiatique d'un sportif. Ce que je dis là, un athlète ne pourrait, enfin, il aurait tous les ennuis du monde s'il disait la même chose. C'est-à-dire certains bodybuilders ont des ennuis, Yannick Noah dit des choses, mais parce qu'il y a une immense hypocrisie, enfin il y a une hypocrisie à beaucoup de niveaux. Au niveau de la gouvernance sportive, on sait qu'il y a eu beaucoup d'affaires de corruption dans tous les domaines et dans toutes les disciplines, mais ça c'est un problème qui est différent. Mais au-delà de ça, les protagonistes, qui soient du côté sportif, du côté des entraîneurs, du côté des responsables des fédérations nationales, etc., ou du côté des organisateurs, ils savent très bien tout ça. Vous avez déjà discuté de ça avec des sportifs de haut niveau, soit des autorités sportives officielles? Oui. Là, ils font quoi? Ils vous... Mais encore une fois, il y a un tabou. Donc j'ai été invité par l'AMA. Il y avait un colloque de l'AMA, différentes instances nationales de l'AMA à Strasbourg, Agence mondiale antidopage? au Conseil de l'Europe, Agence mondiale antidopage. J'ai expliqué, j'ai donné mes arguments. Et alors j'ai reçu, pas de tous les, certains m'ont écouté avec sympathie et scepticisme, évidemment, s'ils sont de l'autre côté. Donc, mais le plus intransigeant, c'était le président de l'agence française de l'AMA à l'époque, qui a dit que je n'avais rien à faire là, quoi, que je n'étais pas... On m'avait invité, donc c'est pas moi qui étais, on m'avait invité, donc j'ai répondu. Donc il y a une grande intolérance, et aussi, mais qui fait partie d'un aveuglement où les gens ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres philosophies possibles, quoi. Donc ça, il faut ouvrir les yeux sur le... Voilà, c'est une philosophie. Il y en a d'autres, et pourquoi dans le sport on défend une éthique aristocratique, alors que dans les autres domaines, pourquoi dans le sport on ne peut pas avoir recours à l'artifice? Et voilà, et pourquoi est-ce que c'est pas bien de... Ils le font, les sportifs le font, la plupart des sportifs le font, la plupart des grands sportifs. Enfin, s'il fallait, c'est un des effets pervers, s'il fallait revoir les palmarès sportifs en prenant comme critère la pureté, je pense qu'il y a beaucoup de... On aurait des palmarès pour certaines disciplines, les Jeux Olympiques, qui seraient pratiquement vierges. On va tout réécrire, et certains, il y a un des, je ne sais plus, un des membres d'une fédération d'athlétisme ou un président qui a dit, mais voilà, on va invalider tous les anciens records et maintenant, on va recommencer à nouveau, des nouveaux records qui seront purs, sauf que ils ne sont pas plus purs qu'avant, les athlètes, ils ne sont pas plus purs qu'avant. Certains ne prennent aucun produit, mais d'autres en prennent, ça on sait très bien. Ce sera toujours comme ça. En conclusion, quelle serait une approche constructive et réaliste sur ces questions-là, selon vous? Libérer la parole, arrêter de dire que le système actuel est le bon, parce qu'il ne fonctionne pas, donc être un peu lucide sur la politique de l'AMA et des autorités sportives, prendre l'avis des sportifs, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés, et à partir de là, imaginer d'autres solutions possibles. Donc soit maintenir le système actuel de philosophie naturaliste, respect des données naturelles, mais peut-être en étant un peu moins sévère sur les contraintes, un peu plus tolérant par rapport aux sportifs, soit passer une philosophie libérale avec d'autres règles qui seraient des règles où on accepterait la prise de produits dopants, mais encore une fois sous contrôle médical, avec une régulation pour qu'il n'y ait pas de risque en limitant les risques pour la santé. Donc c'est une possibilité, si, mais qui n'est pas une solution idéale. Moi, je ne prône pas pour une légalisation de produits dopants. Un jour, en écoutant j'étais aux États-Unis et je regardais le Tour de France sur une chaîne américaine, et un ancien coéquipier de Lance Armstrong qui était devenu commentateur, et dit « Aujourd'hui, les cyclistes sont comme des Formule 1 ». Pas comme des pilotes de Formule 1, mais comme des Formule 1. Et ça veut dire que c'était la dernière étape. C'est aussi ils doivent être des athlètes, etc. Et puis on va affiner la machine biologique grâce à la technoscience et à la science, ou à l'équipe médicale. Alors, on peut ne pas accepter cette idée, mais c'est déjà ce qui se passe, hein. Et d'une certaine façon,
Enfin, le couple, enfin, ou le triplet Lance Armstrong, son coach belge Johan Brunel et le médecin Ferrari, Dr Ferrari, hématologue, c'était un peu l'avant-garde du sport contemporain, avec un coach qui taille le diamant brut qui était Lance Armstrong et un médecin, une équipe de scientifiques qui essaie de maximiser la performance du corps sans mettre l'organisme et donc l'athlète en danger. Mais voilà, moi je ne suis pas... S'il y avait une possibilité de faire appliquer la philosophie naturaliste au sport de compétition, je n'aurais pas de problème, mais simplement, voilà, je serais toujours un bon spectateur. En revanche, je ne regarderais probablement pas des compétitions transhumanistes, parce qu'avec des hommes modifiés, c'est des frises, quoi. Vous allez avoir du mal à vous projeter. Ça va être trop... C'est trop différent de la performance habituelle. Vous vous projetez un peu, enfin, si vous aimez le sport, vous faites un peu le sport vous-même, eh bien vous admirez aussi la personne derrière le sportif. Ça disparaîtrait, je pense, si on crée un sport transhumaniste.